Un autre aspect qu'on peut également citer ici pour le langage de programmation Python 3, et c'est un aspect qui va nous intéresser donc le plus, c'est le module BioPython. Donc BioPython c'est quoi? C'est un projet donc, open source, toujours dans la même philosophie de Python, donc les open source, justement qui va couvrir ou bien qui couvre deux disciplines très importantes. Donc vous avez la bioinformatique et vous avez également la biologie computationnelle, ou bien on peut même également dire biologie numérique. C'est, on va dire c'est toute une branche dans la biologie où l'analyse de données est omniprésente et constitue quelque chose de très très important. Donc si vous voulez, BioPython c'est un module qui est venu pour répondre aux différentes problématiques posées par principalement ces deux disciplines. Donc réellement, concrètement, BioPython, donc c'est un ensemble de classes, c'est un ensemble de modules qui couvrent donc les outils nécessaires, notamment pour la manipulation de fichiers spécifiques à la bioinformatique et à la biologie computationnelle, qui va également couvrir des classes pour la recherche dans les banques de données biologiques, pour construire par exemple des arbres phylogénétiques, pour faire de l'alignement, c'est-à-dire comparaison entre plusieurs séquences, également tout ce qui est prédiction et visualisation de structures de protéines, que ce soit structure 2D ou bien structure 3D, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un ensemble de classes, plus ou moins, pour couvrir ces différentes opérations, on va dire, bioinformatiques ou bien biologiques numériques. Si vous voulez, ce module a des équivalents dans d'autres langages de programmation, tels que le Perl, tel que Java, et plus ou moins porte le même nom, donc BioPerl et BioJava. Alors la version actuelle, c'est-à-dire septembre, c'est celle de septembre 2020, donc c'est 1.78. Ce module, ou bien cette bibliothèque, si vous voulez, est téléchargeable donc sur le lien que vous avez ici. La version que je vais utiliser, que j'ai déjà installé, qui est déjà installé dans les labos informatiques donc de l'école, c'est la version 1.69. Bien évidemment, rien ne vous empêche d'installer la version actuelle. Alors, en ce qui concerne la documentation, donc vous avez principalement, on va dire, deux ressources que vous pouvez utiliser. Vous avez donc un tuto et vous avez une sorte de un ensemble de chapitres, donc c'est un livre, donc ces deux références si vous voulez, ou bien ces deux ressources, donc vraiment font partie de la documentation officielle de Python. C'est en anglais, c'est très très bien écrit, c'est très si vous voulez, les différentes classes, les différentes fonctions et ainsi de suite sont vraiment très très bien décrites les classes sur cette documentation qui est très très bien, qui est très très riche si vous voulez. Alors à quoi sert-il donc si vous voulez ce module? Là je me répète un petit peu, mais je donne beaucoup plus d'exemples. Donc c'est parser, lire les différents écrire les différents formats de fichiers issus d'outils bioinformatiques. Donc par exemple le BLAST, c'est un outil très très utilisé pour rechercher l'homologie, pour rechercher la ressemblance entre les séquences. Vous avez ClustalW, c'est pour comparer plusieurs séquences en une seule fois. Vous avez GenBank, donc c'est une base de données que vous avez déjà utilisée. Donc si vous voulez, BioPython va pouvoir ou bien va nous aider à lire les différents formats de fichiers issus de ces outils bioinformatiques. Donc il y en a, si vous voulez, SwissProt et ainsi de suite. C'est également un module qui va nous servir déjà à communiquer, à se connecter aux donc principaux logiciels bioinformatiques et également
aux principales bases de données. Donc, si vous voulez, vous allez voir par la suite, BioPython va nous permettre de se connecter sur une base de données telle que GenBank, SwissProt, et ainsi de suite. Alors, pour des tâches ou des opérations beaucoup plus avancées, beaucoup plus poussées, c'est un outil qui va nous permettre de faire de la classification, de faire également tout ce qui est apprentissage automatique. Également, la tendance actuellement, c'est de par exemple, utiliser une technique qui se base sur les réseaux de neurones, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Donc, le deep learning, c'est également possible avec Python et avec BioPython. Ça va nous servir également à donc classification. Par exemple, si on est en train d'étudier un ensemble de gènes, donc ça va nous servir également de les classifier par rapport aux familles de protéines et ainsi de suite. Donc ça, c'est parmi les opérations, parmi les tâches poussées, avancées que BioPython permet, si vous voulez. On peut également, et ça c'est encore très avancé, BioPython nous permet également de paralléliser les programmes, c'est-à-dire les rendre parallèles plus ou moins pour exécuter les tâches dans un temps beaucoup plus court que les programmes, on va dire, conventionnels. Mais bon, là, je vais pas rentrer en détail, mais bon, il y a beaucoup de choses que je vais pas évoquer là, parce que ça dépasse quand même le cadre de ce module. Alors, donc, BioPython, c'est un ensemble de classes. Alors, regardons ensemble quelles sont les principales classes. Donc, il y a déjà une classe centrale, c'est la classe sec. Et sec, si vous voulez, va représenter une séquence. Parce que je vous rappelle que, au moins pour le module de cette année-là, donc bioinformatique 1, l'objet principal qu'on va plus ou moins étudier, c'est la séquence. Donc la séquence, je vous rappelle, une séquence c'est quoi? C'est un ensemble, c'est une chaîne, c'est une liste de caractères, une liste donc après ça dépend si on est dans l'ADN, donc il va y avoir 4 bases, donc CTGA. Si on est avec les protéines, donc il va y avoir un alphabet beaucoup plus riche composé d'une vingtaine d'acides aminés. Donc, si vous voulez, la classe centrale, c'est la séquence, c'est l'objet qu'on va utiliser le plus souvent. Alors, donc, sec, donc, comme vous la voyez ici, S avec majuscule, E, donc sec, c'est la classe centrale. Donc, pour importer cette classe, il faut utiliser le mot-clé from et import. Je vous ai déjà montré comment importer un module ou bien une classe de façon générale. Là, on parle bien évidemment de la classe sec dans si vous voulez, au niveau du module BioPython. Donc, c'est from bio.sec import sec. Alors, comment créer une séquence à partir de cette classe? Donc, c'est ce qu'on appelle l'instanciation. C'est-à-dire, on va créer une instance de cette classe. Donc, c'est toujours, donc là, vous allez avoir l'objet qui va représenter la séquence. Donc, ça, c'est S minuscule, c'est une variable qui va recevoir, donc, sec ici, c'est le nom de la classe. Et ici, c'est la séquence initiale avec laquelle on va initialiser cet objet S qui est de quelle classe? De la classe sec. Donc, on va essayer de faire ça, au fur et à mesure, directement sur donc toujours sur Spider. Donc Spider, donc là je vais pas vous rappeler comment fonctionne Spider, mais donc moi je vais essayer donc à chaque fois de essayer d'exécuter ou bien de mettre en œuvre ce que je vais aborder au niveau du cours. Donc là, il s'agit d'abord, bien évidemment, au préalable, j'ai déjà installé BioPython sur mon ordinateur, sur ma machine. Donc là, je vais essayer donc d'abord d'importer cette classe sec. Donc je vais faire from
Et donc, si vous voulez, je vais le faire. Ici, j'ai le choix. Soit je vais créer un nouveau fichier avec l'extension .py, ou bien je vais le faire directement sur le console. Moi, je préfère de le faire sur le console, même si je vais avoir l'inconvénient de ne pas garder tout ce que je vais écrire, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est juste pour vous montrer comment les choses vont fonctionner. Mais bien évidemment, par exemple, si vous êtes en train de faire un TP ou un exercice ou un programme, donc le mieux, c'est de le faire comme je vous les ai déjà montré la dernière fois, c'est d'utiliser un fichier, bien évidemment, pour le garder et le sauvegarder par la suite. Donc là, je vais d'abord, donc je vais utiliser le console pour aller vite. Donc je vais faire from bio.sec. Donc je vais essayer de le, comme ça, pour éviter la barre de tâches. Désolé. Alors, donc je vais faire from bio sec import sec. Donc là, alors ça devrait marcher. Ouais, ça marchait. Donc probablement mon ordinateur est un peu lent, mais bon, ça marchait. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vais créer une séquence qui va porter le nom S, donc une variable, un objet de la classe sec. Donc là, je vais plus ou moins initialiser cet objet. Je vais le créer et l'initialiser. Et donc là, je vais mettre entre les apostrophes, si vous voulez, la séquence. Donc, je vais faire comme ça, par exemple. Donc, je vais initialiser l'objet S, qui est, on va dire, un objet de la classe sec, par cette séquence. Donc, il suffit de faire entrer par la suite. Donc là, par exemple, si je veux afficher le S, il suffit de faire S, entrée. Et donc là, il m'affiche, si vous voulez, le contenu de cet objet. Donc là, je viens de créer un objet de la classe sec. Et cet objet, je l'ai initialisé ici par cette séquence. Alors je continue. Donc déjà, donc là, si vous avez bien fait attention, j'ai créé une séquence, mais je n'ai pas précisé, si vous voulez, à Python ou bien à BioPython, s'il s'agit d'une séquence ADN, ARN ou bien une protéine. Donc ça, si vous voulez, c'est déjà une première version d'un constructeur de cette classe sec, parce que je vous rappelle, pour une séquence, je peux avoir plusieurs constructeurs. Plusieurs constructeurs, pour faciliter, c'est-à-dire il va y avoir plusieurs manières, ou bien plusieurs manières de créer une séquence. Donc là, par exemple, j'ai créé une séquence sans préciser la nature de cette séquence, mais bon, généralement, il faut vraiment préciser parce que vous savez déjà qu'est-ce que vous allez manipuler comme séquence ADN, ARN ou bien une protéine. Alors, pour pouvoir donc préciser le type de séquence, il y a une autre classe qu'on va utiliser, c'est la classe alphabet. Comme son nom l'indique, l'alphabet, donc c'est-à-dire soit un alphabet composé de 4 bases CTGA pour l'ADN, 4 bases également pour l'ARN où le T va être remplacé par le U, c'est-à-dire on va avoir CGUA, ou bien protéine avec 20 acides aminés, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, pour préciser l'alphabet, il faut d'abord importer cette classe d'alphabet. Et une fois cette classe alphabet est importée, de plus ou moins de la même manière que l'importation de la classe sec, plus ou moins, il y a des détails que je ne veux pas aborder ici. Donc, après, au niveau du constructeur, c'est-à-dire au moment de la création de la séquence,
je vais ajouter un argument au constructeur. Si vous voulez ici, le constructeur, c'est-à-dire la façon que j'ai utilisée, avec laquelle je vais créer un objet de la classe sec. Tout à l'heure, c'était juste, j'ai introduit juste la séquence. Maintenant, c'est le moment de préciser. Donc, avec la séquence, préciser s'il s'agit, si vous voulez, d'une séquence ADN, d'une séquence protéine, d'une séquence ARN et ainsi de suite. Donc là, je vais maintenant donc créer. Donc là, ce que j'ai fait tout à l'heure ici, donc c'était général, juste pour vous montrer comment plus ou moins cette classe, comment la création de cette classe fonctionne. Donc là, maintenant, je vais d'abord donc là j'ai fait une erreur, c'est from, c'est pas form, from bio alphabet alors alphabet import. Donc quand je fais étoile, c'est-à-dire je vais importer tout ce qui se trouve à l'intérieur d'alphabet. Donc je fais ça étoile. Et puis donc je vais créer d'abord une première séquence sec ADN. Alors je vais introduire n'importe quel, probablement je vais suivre. Essayons de suivre ce qui est exactement sur le cours. Donc c'est C, G, T, G, T, A, A, C, G, T, C, T, A. Donc déjà, ça c'est le premier argument au niveau du constructeur. Donc après je fais virgule. Et puis je vais faire générique. Et donc il ne faut pas se tromper, générique. DNA. Donc c'est en anglais. Est-ce qu'il va l'accepter? Oui, c'est accepté. Il n'y a aucune erreur. Donc c'est accepté. Donc c'est accepté. Donc je vais créer une autre séquence, cette fois-ci de protéines. Donc il faut vraiment respecter le nom de classe. Donc de classe c'est sec avec S majuscule et le reste c'est en minuscule. Donc là je vais introduire une protéine WMDF HD DHHGG par exemple. Et puis deuxième argument, je vais préciser qu'il s'agit ici d'une protéine. C'est accepté. Donc maintenant, si par exemple je veux afficher sec ADN, il suffit de faire ça. Je ne sais pas, si je fais par exemple fonction print sec ADN, on va voir ce que ça va donner. Donc il va afficher juste la séquence. Ici, il me donne pratiquement toutes les informations. Donc ça c'est la séquence et ça c'est plus ou moins le type de l'alphabet. Et puis si je fais print, il va m'afficher juste la séquence sans aucune autre information. Donc la même chose si je fais print, print par exemple S, la deuxième séquence que je viens de créer. Donc S, non, sec, prot, comme ça. Donc il me donne la séquence. Donc là c'est comment créer une séquence d'une certaine nature, ADN, ARN ou protéines. Alors, si vous voulez, donc maintenant par exemple, si on s'intéresse aux différentes fonctions qui existent au niveau de sec, on va dire d'abord que la classe sec ressemble beaucoup à la classe str. Donc je vous rappelle, la classe str, c'est la classe qui va servir à représenter des chaînes de caractères. Mais bien sûr, après tout, une séquence ADN, une séquence ARN, une séquence protéique, après tout, je peux l'assimiler à une chaîne de caractères. Donc c'est vraiment
ça ressemble beaucoup à une chaîne de caractères. Et d'ailleurs, la puissance du langage de programmation Python, c'est sa capacité à traiter les chaînes de caractères. C'est pour ça, actuellement, Python, c'est vraiment, avec BioPython, c'est le langage par excellence de la bioinformatique, si vous voulez. Donc, bien évidemment, toujours la même logique. Si vous voulez avoir de la documentation, enfin, si vous n'avez pas Internet et vous voulez accéder directement à la documentation qui vient avec Python sur votre ordinateur, il suffit de faire help et vous mettez entre parenthèses le nom de la classe et puis elle va vous donner pas mal d'informations qui vont être affichées, donc les différentes fonctions, les différents attributs de cette classe et ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail. Bien évidemment, si vous allez avoir Internet, donc vous pouvez télécharger si vous voulez, la documentation qui vient avec BioPython. C'est vraiment une documentation très bien écrite. Alors, regardons, donc là, par exemple, pour SecADN, regardons quelles sont les principales fonctions qu'on peut utiliser avec la classe sec. Donc vous allez avoir déjà count. Count, c'est par exemple vous voulez compter quelque chose dans la séquence, c'est-à-dire compter c'est compter le nombre de quelque chose dans une séquence, le nombre d'occurrences. Donc là par exemple si je fais ça pour juste avoir la séquence sous mes yeux. Donc là, par exemple là, si je veux compter le nombre d'occurrences de la base C dans cette séquence, donc je vais faire donc le nom de l'objet, SecADN, je vais faire point, et puis je vais faire count. Qu'est-ce que je veux compter? Juste le C. On va tester, on va voir. Ah, il me dit 4 fois. Donc 1, 2, 3, 4 fois. Si maintenant, par exemple, je veux compter SecADN, toujours count. Donc là, vous voyez déjà le nom de la classe, le nom de la fonction. C'est count. Si vous voulez, si vous revenez à la partie chaîne de caractères, il y avait une fonction qui s'appelait count et qui faisait la même chose, mais sur une chaîne de caractères. Donc count, par exemple, GC, par exemple. Il y a 0. Si vous regardez la séquence, là, si vous voulez, ce petit bout GC n'existe pas. Par contre, si on fait, c'est pour ça, donc d'où si vous voulez, la valeur à retourner par cette fonction, par l'appel de cette fonction qui est 0. Maintenant, si vous faites sec ADN, par exemple, GT, donc là, vous voyez pourquoi j'ai cette erreur. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait sec ADN GT. J'ai oublié le nom de la fonction. Mais bon, on me dit, il n'y a pas de problème, donc je vais refaire sec ADN. Point count. Donc il faut préciser si vous voulez le nom de la fonction que vous voulez appeler, bien évidemment. Donc GT. Et donc là, vous voyez que sur Spider, à chaque fois que vous introduisez le nom d'une fonction, il va vraiment vous proposer quels sont les différents arguments que cette fonction peut prendre avec une petite description en bas pour vous orienter, pour ne pas faire d'erreurs ou de bêtises, si vous voulez. Donc là, il y en a 3 GT. Donc si je regarde la séquence initiale qui est là, donc il y a déjà un premier GT, il y a un deuxième, et il y a un troisième. Donc ça c'est le rôle de la fonction count, qui est une fonction très importante parce qu'il y a pas mal de statistiques qu'on peut faire sur une séquence où on aura vraiment besoin de ce type de fonction.
Il y a également une fonction très intéressante, c'est la fonction find. Find, c'est-à-dire c'est rechercher, trouver. Alors, donc là, c'est la même chose. Si par exemple vous allez avoir une séquence donnée et vous cherchez quelque chose, vous cherchez soit une partie, un petit bout, soit vous cherchez un petit motif si vous voulez. Ça c'est très très utilisé. Donc vous allez avoir la fonction find. Alors on fait la même chose, sec ADN. Et par exemple je fais find, donc toujours point, le nom de fonction find en minuscule. Et par exemple je fais gt, le même petit bout. Alors il me dit 2. À votre avis, que signifie le chiffre 2 ici? Donc si vous voulez, gt, elle est présente plusieurs fois. Donc si vous voulez, la fonction find, par défaut, va renvoyer juste la position de la première occurrence de cette partie. Donc la première occurrence, la première apparition, si vous voulez, de gt se trouve ici. Et si vous voulez, je vous rappelle qu'un tableau, les indices sur une chaîne de caractères ou bien sur un tableau commencent toujours avec le 0. Donc ça, le C c'est 0, ça c'est 1, et puis le G ici c'est le 2. Donc ça vous renvoie la position de ce petit motif que vous êtes en train de chercher. Donc là, on nous dit 2. Si par exemple, vous voulez vraiment préciser un autre argument, donc là, si vous voulez le find, donc il y a cette première version où vous allez juste introduire un motif et il va chercher sur la séquence. Si maintenant, vous voulez lui préciser plus, parce que si vous faites ça, il va commencer la recherche à partir de la première position. Si maintenant, par exemple, vous voulez qu'il fasse une recherche à partir d'une position précise, donc ça va être le deuxième argument. Par exemple, à partir de la 8e position. Alors, qu'est-ce qu'il va renvoyer? Il va renvoyer 9. À quoi correspond 9? Donc là, je vais juste réafficher la séquence pour ne pas monter et descendre à chaque fois sur l'interface. Donc, je fais sec ADN juste pour afficher la séquence. Donc là, on lui demande de faire la recherche d'un motif ou bien d'un petit bout GT à partir de la 8e position. Donc, elle va pas prendre en considération ni ce petit bout, ni celui-là. Donc, elle va trouver bien évidemment celui-là. Parce que je lui précisais de commencer la recherche à partir de la 8e, à partir de l'élément qui porte l'indice numéro 8. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je lui dis, essayez de commencer la recherche à partir de cette position. C'est-à-dire, elle va chercher dans cette dernière partie de la séquence. Donc, elle va trouver le GT et le GT se trouve sur l'indice numéro 9. C'est ce qui est renvoyé ici. Alors, on continue avec une autre fonction qui est également très très intéressante. C'est dans le cas où vous voulez, par exemple, diviser votre séquence en plusieurs petits bouts. Donc, c'est split. Split, toujours dans la même logique. Par exemple, si je lui demande de faire, donc toujours sur la même séquence, sec ADN, point split, et je vais lui dire quelle est, si vous voulez, quelle est la base, ou bien si vous voulez, quelle est la base que je vais utiliser, ou bien quel est le petit bout que je vais utiliser comme une limitation à chaque fois, parce que je vais diviser, donc je vais diviser la séquence initiale en plusieurs petites séquences, et là, quel est le critère que je vais utiliser pour les diviser? Donc, par exemple, ici, c'est plus ou moins, par exemple, avec le motif GT. Donc, si je fais ça, donc,
Donc je réaffiche la séquence initiale pour toujours pouvoir suivre, comme ça. Donc là, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé de répartir, pas de répartir, de diviser. Split, c'est de diviser la séquence initiale à chaque fois où je vais retrouver un GT. Donc je commence. Donc la première petite séquence, c'est CC. Et après, donc j'ai trouvé le GT. Et puis donc là, je vais avoir une sorte de caractère vide. C'est ce que j'ai ici, parce que je vais avoir GT deux fois, on va dire, consécutif. Et puis je vais avoir AAAC. Et puis j'ai le GT. Donc je vais considérer comme quelque chose, comme une limitation. Donc je vais diviser la séquence initiale à chaque fois où je vais me retrouver devant un GT. Donc il va y avoir CC. Il va y avoir un caractère nul parce que j'ai GT qui est consécutif deux fois. Après, par la suite, c'est AAC. Et puis, la dernière partie, c'est CTA. Donc ça, c'est pour diviser. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose également qui est très souvent présent, par exemple, dans certaines opérations bioinformatiques. Par exemple, vous allez avoir une séquence très longue, et par exemple, vous allez la diviser en gènes, par exemple. Après, pour pouvoir déterminer si cette séquence s'agit représente un gène, donc il va y avoir des motifs bien particuliers et on peut utiliser ces motifs pour bien évidemment diviser la séquence initiale et ainsi de suite. Donc ça c'est juste un exemple, mais cette fonction split, c'est une séquence, c'est une fonction également très importante. Alors il y en a d'autres fonctions qui vont probablement vous parler plus. Donc ce sont des fonctions plus ou moins biologiques. Par exemple, parmi les fonctions qu'on peut également qui sont associées à la classe sec, par exemple complément, c'est par rapport au brin complémentaire. Comme vous le savez, l'ADN donc c'est plus ou moins un support qui va avoir un double bras et si vous voulez les bases donc qui se trouvent sur les deux brins donc vont être des bases complémentaires, c'est-à-dire le C c'est complémentaire avec le G, le T c'est complémentaire avec le A et ainsi de suite. Donc là on vous donne un exemple. Si on crée une séquence ADN avec donc cet enchaînement, donc il s'agit bien évidemment d'une séquence ADN. Si on fait complément, donc sec ADN.complement, on va obtenir la séquence complémentaire à la séquence initiale, c'est-à-dire la séquence qui va se trouver sur le brin complémentaire. Donc le C, c'est avec le G, donc cétosine avec guanine, l'adénine c'est avec avec la thymine et ainsi de suite. Alors, on peut également faire le reverse, c'est-à-dire inverser, donc le complément qui est inversé. On peut également, il y a également la fonction transcription, c'est-à-dire transformer une partie d'ADN en une partie d'ARN. Donc si vous voulez, ça vous le connaissez. Normalement, c'est quelque chose de banal. C'est juste la thymine qui va être remplacé par le racile, si vous voulez. Le T qui va être remplacé par le U. Et puis, il y a d'autres. Par exemple, on peut faire la traduction. Et la traduction va transformer la séquence, on va dire ADN ou ARN en une, si vous voulez, en une séquence protéique. Par exemple, ici, si je fais sec, donc là, par exemple, regardez. Donc là, par exemple, sur ce premier exemple, donc j'ai créé une séquence ADN. Et là, donc, j'ai appliqué. Donc, vous pouvez faire la même chose sur Spider à chaque fois. Donc, vous créez la séquence et après, vous appelez les différentes fonctions.
sur une séquence ADN. Et puis, par exemple, dans un deuxième temps, par exemple, si vous voulez manipuler une séquence ARN, donc vous allez écrire une séquence ARN avec, donc cette fois-ci, l'alphabet va être générique-RNA avec les 4 bases, cytosine, guanine, adénine et l'uracile, si vous voulez. Et cette fois-ci, il va y avoir d'autres fonctions qui n'existaient pas sur l'ADN. Donc, ce sont des fonctions plus ou moins associées aux séquences ARN. Donc, vous allez avoir, par exemple, c'est la possibilité de revenir en arrière, c'est-à-dire d'aller de l'ARN vers l'ADN. C'est le back transcribe, c'est-à-dire c'est l'inverse de l'opération transcription. Ou bien, si vous voulez passer de l'ARN à la protéine, donc vous allez avoir la traduction. Donc, seq-ARN.translate, donc il va traduire la séquence ARN en une séquence protéique. Bien évidemment, là, il va se poser un problème, c'est que par rapport à la table de code génétique qui n'est pas le même, ça dépend de l'espèce, ça dépend de RNA, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, il y a des codons, ou bien il y a des codons donc qui peuvent changer, donc qui donneront pas à la fin le même acide aminé en fonction bien sûr des espèces et ainsi de suite. Donc si vous voulez, la table de code génétique peut bien évidemment changer d'une bactérie, par exemple les bactéries et par exemple Homo sapiens, certainement ils n'ont pas la table de code génétique. Donc si vous voulez, BioPython donc vous donne cette possibilité de choisir la table génétique au moment de la traduction, donc la table génétique la plus appropriée. Bien évidemment, il faut faire from bio.data import codon table et après vous allez avoir plusieurs tables génétiques possibles en fonction de l'espèce que vous êtes en train d'utiliser ou bien en train de manipuler. Alors, il y a ce que j'ai présenté ici. Donc j'ai présenté uniquement une seule classe, c'est la classe centrale principale qui est le seq, qui représente l'objet qu'on va étudier, qu'on va utiliser, qu'on va manipuler. C'est donc une séquence, quelle que soit sa nature. Donc je vous ai présenté les différentes fonctions qu'on peut utiliser, les différentes opérations qu'on peut appliquer sur les objets de cette classe. Bien évidemment, il y a d'autres classes. Donc pour plus ou moins avoir une idée sur les autres classes et les autres modules sur donc la bibliothèque BioPython, donc vous avez ce lien donc que j'ai déjà présenté tout à l'heure au moment d'introduire cette partie. Donc là vous avez le lien, on va dire de la documentation officielle donc en anglais. Mais bien évidemment, il y a d'autres classes qu'on peut citer ici. Il y a bio.seq.io, IO pour dire input output. Donc c'est une classe qui va permettre de lire, écrire, indexer les différents formats de fichiers en bioinformatique. Par exemple le format FASTA que je vous ai déjà présenté dans le chapitre des bases de données. Il y a le format Jamba que j'ai déjà également précisé, le format suisse. Donc si vous voulez, cette classe bio.seq.io va permettre donc de faire ces opérations sur les différents formats de fichiers. Il y a également une autre classe très importante qui est bio.align.io. C'est pour lire et écrire les résultats d'un alignement. Donc je vous rappelle, et l'alignement fera l'objet du probablement prochain chapitre. L'alignement, pour faire court, c'est le fait de comparer deux séquences. Ça, c'est l'alignement simple. Comparer plusieurs séquences en même temps, c'est multiple. Donc ça, si vous voulez, ça permet donc de lire et écrire les résultats d'un alignement. Et puis il y a bio.blast.ncbi.www. C'est une classe qui permet d'accéder à l'outil BLAST.
Et l'outil BLAST, je vous rappelle, c'est pratiquement l'outil bioinformatique le plus utilisé. On aura probablement l'occasion de le voir et de voir de quoi il s'agit. BLAST, en fait, c'est un outil qui permet de rechercher des séquences homologues à une séquence, on va dire, particulière. Homologue, c'est-à-dire ressemblante, ou qui ressemble. Et puis, il y a bio.entrée, c'est entrée avec Z à la fin, c'est une classe qui permet d'accéder aux bases de données de NCBI. Donc, par exemple, type GenBank, qu'on a déjà utilisé. PubMed, bien évidemment, PubMed, c'est beaucoup plus pour les références bibliographiques. GenBank, c'est une base de données qu'on a déjà utilisée pour les acides nucléiques, beaucoup plus, et ainsi de suite. Donc, bio.entrée, c'est une classe qui permet d'accéder à ces bases de données, donc aux bases de données de portail NCBI. Là, pratiquement, j'ai terminé. Vraiment, je vous invite à, donc, plus ou moins à faire tout ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Spider, ici, et également essayer de résoudre cet exercice. C'est un exercice que j'ai appelé un exercice donc de bilan qui va vous permettre plus ou moins de mettre tout ce que vous avez appris en application. Et bien évidemment, je reste moi et monsieur le chargé de TP, on reste bien sûr disponible pour tout renseignement, pour toute question, bien évidemment.